Raphaël Jacob, Chronique américaine. On va commencer avec ce sujet-là. Raphaël, là, on a vu Joe Biden. Est-ce que c'est étonnant, d'après vous, qu'il saute à pieds joints dans ce conflit-là dès le jour 1? C'est pas étonnant du tout. Rappelez-vous que M. Biden, Patrice, a lancé sa campagne présidentielle pour l'élection de 2020 carrément devant des travailleurs syndiqués. C'est toujours présenté comme un champion, comme le grand champion, le plus grand champion parmi tous les présidents américains des travailleurs. D'ailleurs, lors de la fête du travail qu'on a eue il y a quelques jours, il a passé aussi à donner un discours devant des travailleurs syndiqués. Une fois que ça s'est dit, il y a la posture en public. Mais il y a une réelle situation une réelle dynamique extrêmement inconfortable pour M. Biden, extrêmement épineuse, parce qu'il se retrouve coincé entre l'arbre et l'écorce, parce que d'un côté, il y a la question du coût de la vie, qui est son problème politique numéro 1 à confronter comme président. Toute la question de l'inflation, d'ailleurs, dans plusieurs des entrevues qu'on vient d'entendre, plusieurs des extraits, c'est ce que revendiquent certains des travailleurs qui demandent une hausse de salaire, c'est-à-dire qu'il faut compenser pour la hausse des prix de tous les jours. C'est bien beau. Le problème pour M. Biden, c'est que d'un côté, donc, il y a ce problème-là de l'inflation. Si on commence à consentir à droite et à gauche, dans des grosses entreprises, à droite et à gauche, potentiellement également dans le secteur public, à des hausses de salaire, qu'est-ce que ça risque d'avoir? Évidemment, de la pression sur la hausse sur les coûts et donc, par ricochet, sur les prix, ce qui ferait, encore une fois, ça compliquerait la lutte à l'inflation. Mais en même temps, M. Biden doit publiquement avoir l'air d'être le champion des travailleurs. Et je vous ajouterai ceci rapidement. Le dernier scénario que le président veut vivre, c'est une sorte de reprise de ce qu'on avait appelé il y a 40 ans, à peu près 40 ans, la dernière fois qu'on avait eu une telle période d'inflation, l'hiver du mécontentement au Royaume-Uni. Et qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? On avait un gouvernement travailliste qui s'était vu essentiellement battu en énorme partie parce qu'on a vu un secteur après l'autre de l'économie qui sortait dans la rue pour demander des meilleures conditions, des salaires plus hauts pour lutter justement contre l'inflation. Et ça avait mené ultimement en énorme partie à l'élection d'une certaine Margaret Thatcher. Tout ça pour vous dire qu'il a présentement le bas qui blesse pour M. Biden être pris entre l'arbre et l'écorce. Oui, oui, parce que techniquement, en passant, je le signale, ce sont des images en direct de Détroit. Donc, c'est vraiment jour 1. C'est un gros boom là-bas qui commence. Vous avez raison de le dire. Si ça percole dans toutes les grandes entreprises et dans la fonction publique des 30-35 d'augmentation de salaire, bien évidemment que ça va créer des augmentations de coûts et donc de l'inflation. En même temps, Raphaël, quand ils disent nos dirigeants ont 25 millions de salaires, vous faites de l'argent comme de l'eau, c'est très profitable, on veut profiter de ça, on les comprend. Non seulement on les comprend, mais d'un point de vue purement politique, je vous ajouterai également ceci. Vous évoquez la ville de Détroit, la métropole de quel État? Le Michigan. M. Biden n'a pas le choix, ne serait-ce que politiquement, d'être vu encore une fois comme étant du côté des travailleurs. C'est un État qui est extrêmement compétitif. Rappelons-le, en 2016, M. Trump l'avait ravi aux démocrates pour la première fois pour un candidat présidentiel en plus d'un quart de siècle, à peu près un quart de siècle. C'est le Blue Wall, là. Exact, ce qu'on avait surnommé comme étant une partie je me souviens de vos cours pendant la soirée électorale. De 2016. Et mes cours également 4 ans plus tard, lors de la soirée de 2020, alors que M. Biden l'avait repris pour les démocrates par à peine, en fait, moins de 3 points de pourcentage. Donc, c'est un État, en regardant la carte électorale pour 2024, que M. Biden ne peut pas se permettre de perdre. Et pour pouvoir gagner cet État-là, en énorme partie, on doit être vu, je crois, comme étant du côté des travailleurs de ce secteur qui est extrêmement névralgique. On va suivre ça, ce conflit-là qui commence avec beaucoup d'attention. Un dernier mot avant de passer à l'autre sujet. Il y a des implications au Canada aussi. Forcément, après un mois de conflit, ça va, je reprends mon verbe, ça va percoler au Canada, là. Et c'est là que ça devient un défi colossal, c'est-à-dire de pouvoir tuer ça dans l'œuf le plus rapidement possible. Est-ce que ça va être fait? On verra, mais il y a beaucoup de pression, à la fois pour les implications internationales et à la maison d'un point de vue économique et politique. Bon, je parlais de vos cours sur le Blue Wall, puis vous êtes toujours très clair. Là, les gens on a besoin d'un cours sur Hunter Biden. Il y a beaucoup de nouvelles depuis des années, pas que des mois, sur le fils Biden qui peut être un boulet pour son père. Lorsque son père était vice-président, il a fait des affaires avec l'Ukraine. Là, il y a des questions de possession d'armes. Résumez-nous ce qui est important à savoir sur la famille Biden et dans quelle mesure c'est un poids politique. Parfait. Commençons d'abord et avant tout avec ce qui n'est pas important.
les problèmes de nature personnelle de Hunter Biden, la consommation de stupéfiants, toutes ces questions-là, il faut évacuer ça. À chaque fois qu'on en parle, on perd le temps des gens et on distrait surtout des questions qui sont réellement d'intérêt public. Donc, de quoi il est question? Il est question des affaires professionnelles de Hunter Biden, particulièrement lorsque son père, Joe Biden, était le vice-président des États-Unis, sous, évidemment, Barack Obama. Et il y a des choses qu'on sait et des choses qu'on ne sait pas. Commençons donc peut-être avec ce qu'on sait. Ce qu'on sait, de un, c'est que Hunter Biden, malgré un CV qui n'était pas particulièrement reluisant, qui ne justifiait aucunement qu'il ait cherché de telles sommes, est allé faire une fortune auprès de plusieurs intérêts étrangers. Oui, il y en avait en Ukraine, mais pas seulement en Ukraine. Dans d'autres pays qui n'ont pas nécessairement, soit dit en passant, des relations extrêmement bonnes avec les États-Unis, comme la Chine, comme la Russie, comme la Roumanie. Contrat de quoi? De relations... C'était du cas par cas. Dans le cas de l'Ukraine, on a parlé énormément de la fameuse firme énergétique qui s'appelait Burisma, au sein de laquelle M. Biden, et là je parle du fils, Hunter Biden, servait au sein du conseil d'administration, touchait des sommes colossales, encore une fois, qui étaient assez difficiles à justifier seulement sur la base de son expérience ou de sa compétence. Donc ça, c'est une chose qu'on sait. Ça n'implique pas directement son père, pour l'instant. Ce qu'on sait également, c'est qu'il y a des sommes également colossales. On parle de millions de dollars qui ont été versés par des intérêts étrangers. On parle souvent des mêmes pays. Roumanie, Kazakhstan, Russie, Ukraine, Chine, à des membres de la famille Biden, je dis bien des membres, parce que là, ça implique Hunter encore, mais pas seulement Hunter. Ça implique également le frère de Joe Biden, James Biden. Ça impliquerait même sa petite fille, la petite fille de Joe Biden, qui aurait reçu notamment des virements de la part d'intérêts étrangers, notamment en Roumanie. Et dans certains cas, il y a ces virements-là, qui ont été faits dans des circonstances au niveau de la ligne du temps qui sont particulières. Par exemple, un des richissimes dirigeants d'une entreprise qui avait affaire avec certains membres de la famille Biden visite la Maison-Blanche, alors que Joe Biden est vice-président. À peine quelques semaines plus tard, ce même intérêt-là fait un virement de plusieurs dizaines de milliers de dollars potentiellement. OK. Donc, c'est... Une seconde. Oui. Donc, dans plusieurs histoires, Hunter Biden aurait servi comme de serrure, de clé pour ouvrir la serrure pour avoir accès au vice-président qui était son père. Là. Les gens le payaient pour qu'il soit dans un conseil. On se disait, c'est une bonne idée de lui donner de l'argent, son père est très puissant. C'est ce qui est démontré et facile à démontrer présentement. Ce qu'on sait également, et ça date de plusieurs années, on l'a, cette information-là, c'est fortement suggestif. Est-ce que c'est possible de le prouver? Non. Mais dans un message texte privé envoyé à sa fille, Hunter Biden suggérait, je le dis de la façon la plus prudente possible, suggérait très fortement que son père lui demandait de lui verser la moitié de son salaire. Donc ça, ce sont des choses qu'on sait. Voici ce qu'on ne sait pas. Et autre chose, je pense, extrêmement importante qu'il faut mentionner, qu'on sait maintenant, qu'on peut prouver hors de tout doute, c'est que contrairement à ce qu'il avait affirmé à de nombreuses reprises, de façon très catégorique pendant la campagne de 2020, Joe Biden a rencontré et a parlé avec plusieurs des associés professionnels de son fils, notamment à l'époque où il était vice-président. Donc, illégal, légal? Et ça dépend Tout pour ça? qui. Pour Joe Biden, il n'y a absolument rien d'illégal qui est démontré. Pour son fils, c'est une autre histoire. Et je n'irai pas sur ce terrain-là avec le temps qu'on a, parce que je veux quand même aller rapidement, Patrice, sur ce qu'on ne sait pas. Parce que ça, c'est très important. Dans une démocratie, en principe, tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire, non pas coupable jusqu'à preuve du contraire. Je vous disais la même chose lorsqu'il était question de Donald Trump, c'est vrai aussi pour Joe Biden. Donc voici ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, hors de tout doute, à quel point Joe Biden était réellement au fait des activités de son fils. Autrement dit, ce n'est pas nécessairement farfelu qu'il y ait qu'il y a eu une marge entre, par exemple, le fait de serrer des mains, de participer à des soupers avec certains des associés de son fils sans nécessairement avoir les deux mains lui-même dans la pâte. Donc ça, c'est une chose qu'on ne sait pas. Mais savait-il que son fils recevait de l'argent de ces gens-là? On ne le sait pas. On ne le sait pas de façon définitive. Autre chose qu'on ne sait pas parlant d'argent, on ne sait pas si Joe Biden a reçu ne serait-ce qu'un seul dollar de la part de ces intérêts-là. Et l'autre chose qu'on ne sait pas, et c'est peut-être la meilleure illustration que je peux vous donner, c'est comment on devrait interpréter certaines informations qui sont, pour le moins, dans une zone très, très grise. Exemple, donc, peut-être, par excellence de tout ça. Il y a quelques semaines, un type qui s'appelle Devon Archer, qui était l'ex-partenaire, un des ex-partenaires, sinon l'ex-partenaire le plus important d'affaires de Hunter Biden, est sommé de témoigner sous serment devant le Congrès américain. On voit d'ailleurs une image de M. Archer à l'instant. À répétition, à plus d'une reprise, spontanément, Devon Archer déclare sous serment que lorsque Hunter Biden avait eu besoin d'aide pour ses affaires professionnelles, notamment avec la firme d'énergie ukrainienne à laquelle je faisais référence il y a un instant, il avait pris le téléphone et avait appelé directement son père,
Là, si ça, c'est vrai, on implique directement Joe Biden dans quelque chose qui est extraordinairement grave. Sauf que à chaque fois où M. Archer déclare ça, son avocat, donc l'avocat de M. Archer qui est à ses côtés, le somme de corriger sa déclaration pour préciser que dans les faits, il ne savait pas si c'était Joe Biden précisément qui se faisait appeler. Donc, comment savoir qui dit vrai et quelle est la vérité? OK. Déjà, là, on comprend beaucoup mieux. C'est quoi l'affaire d'armes, des armes? C'est une affaire à part. À quel point est-ce qu'il y a un lien avec Joe Biden? Personnellement, je n'en vois pas. Là. Je comprends qu'on en parle parce que ça donne quand même une inculpation du fils du président des États-Unis, du premier fils des États-Unis, ce qui est historique en soi. Donc, l'affaire d'armes, je la résume. Hunter Biden, et ça aussi, ça remonte à plusieurs années, avait appliqué pour obtenir une arme à feu en mentant sur le ou les formulaires pour obtenir une arme, ce qui est un crime en soi. Et ça, soit dit en passant, aussi, ça fait beaucoup réagir, ça fait beaucoup poser de questions, et surtout chez les républicains qui disent pourquoi est-ce que, de un, ça va avoir pris autant d'années avant de déboucher sur une cause qui semble être assez évidente, assez noir et blanc, et de deux, pourquoi on inculpe seulement le fils du président sur cette question-là, alors que tout le reste qui semble aussi potentiellement même plus grave, et dans à peu près tous les autres cas, toutes les autres causes potentielles, là, il serait question potentiellement du rôle qu'aurait joué son père, ce qui n'est pas le cas. Le trafic d'influence. Exact. Okay. Mais il n'y a rien donc, qui est démontré. Le père et le Congrès, les républicains veulent le piquer là-dessus. Exact. Et c'est pour ça qu'il y a quelques jours, Kevin McCarthy, Voilà. le président de la Chambre, a lancé une enquête en destitution. Je conclus sur ceci, Patrice, deux choses. Premièrement, risque quand même politique pour les républicains d'être vus comme allant trop loin, sans preuve de crime, alors qu'une destitution, en principe, c'est lorsque le président des États-Unis a commis un crime. Donc, il y a ça comme nuance. Okay. Mais au moins, on comprend d'où ça vient. On comprend d'où ça vient. Et très rapidement, je me le permets parce que c'est pour corriger quelque chose que je vous ai dit qui était erroné la semaine dernière. On s'est parlé il y a 7 jours. J'avais fait référence à Lyndon Johnson, l'ex-président. Je vous avais dit qu'il avait attendu à janvier 68 pour annoncer son départ. C'était mars 68. J'espère que vous me pardonnez à la fois donc, pour le temps. Biden a jusqu'en mois de mars pour se retirer. C'est ça que vous me dites. Non, je vous dis qu'il y a moins de temps que Salut, ça, mais que c'est une autre époque. Merci. Bye-bye. Salut. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.